Bienvenue sur le direct pour le Facebook Live Cap Emploi, donc dans le cadre de la SEPH. L'objectif, c'est de créer un lieu d'échange pour pouvoir répondre à vos questions. Donc les gars, on a actuellement déjà reçu quelques questions sur la page, je vais essayer d'y répondre du mieux possible. Pendant le live, vous avez la possibilité de vous exprimer dans le chat et de poser également des questions, donc pareil, j'y répondrai en direct, si jamais c'est possible, sinon après, je peux toujours me renseigner et vous faire un retour par la suite via la page Facebook. Donc je vous invite à poser vos questions directement. Alors, nous avons une question, qu'est-ce qu'un cap emploi? Alors un cap emploi, il s'agit à la fois d'un OPS et d'un SPE. Donc un SPE a en tous un service public de l'emploi, au même titre que Pôle emploi, au même titre que la mission locale. L'objectif, c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi pour un retour vers l'emploi. En plus, il y a une sous-couche, c'est aussi également un OPS, un organisme de placement spécialisé, et pour le coup, Cap Emploi va être spécialisé au niveau du handicap. Donc va accompagner spécifiquement un public qui se trouve en situation de handicap. On avait une autre question aussi. Comment est-ce qu'on peut bénéficier des services de Cap Emploi et comment faire? Alors, tout d'abord, ça dépend de votre situation au moment où vous faites appel à nous. Si vous êtes salarié, vous pouvez passer directement vers nos services et nous contacter pour avoir quelqu'un de l'axe 2. Je vous expliquerai après un peu plus en détail quels sont les différents axes. Vous pouvez également passer par la médecine du travail, qui fera un signalement à nos services et du coup, l'un de nos collègues interviendra. Si vous êtes demandeur d'emploi, il y a deux possibilités. Inscrit à Pôle emploi, vous passez par votre conseiller, vous lui en faites la demande et votre conseiller vous positionnera sur une information collective où vous pourrez nous rencontrer, on échangera par rapport à notre offre de service, vous nous parlerez de votre problématique et on verra si l'accompagnement Cap Emploi c'est ce qui est le plus adapté par rapport à votre situation. Si jamais vous n'êtes pas inscrit à Pôle emploi, vous avez la possibilité de nous contacter directement pour passer par une information collective en interne afin qu'on vous présente nos services et voir si un accompagnement est possible. Une autre question que l'on a reçue, c'est comment obtenir la RQTH. Donc la RQTH, c'est la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Donc avant de répondre à la question, il faut savoir que la RQTH, c'est juste l'une des possibilités d'être reconnu en tant que travailleur handicapé. Ça fait partie en fait d'une plus grande catégorie qui s'appelle les personnes qui sont BOE, bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc à partir du moment où vous êtes BOE, bénéficiaire de l'obligation d'emploi, vous pouvez être accompagné par exemple par Cap Emploi et bénéficier de nos services, mais aussi avoir accès à toutes les aides qui sont réservées aux personnes reconnues travailleurs handicapés. La RQTH, c'est l'une des manières d'y accéder. Ça passe par le biais d'un dossier que l'on remplit et qu'on transmet à la MDPH de votre département. Le dossier peut être téléchargé sur le site de la MDPH, rempli directement en ligne et transmis, ou alors vous pouvez aussi passer par l'une des permanences de la MDPH qui se situe sur les pôles autonomie de tout le département. Il existe d'autres possibilités aussi pour que la personne soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Quand on dit bénéficiaire de l'obligation d'emploi, par exemple, ça peut être une personne qui est titulaire d'une pension d'invalidité. Si vous avez une pension d'invalidité et que vous êtes reconnu comme avoir perdu les 2/3 de votre capacité de retour à l'emploi, automatiquement, vous êtes bénéficiaire de l'obligation d'emploi et du coup, ce n'est pas nécessaire de faire un dossier à la MDPH en plus pour une demande de RQTH. Vous êtes reconnu en tant que travailleur handicapé. Idem pour un accident du travail ou une maladie professionnelle. Si vous êtes victime d'un AT ou alors que vous êtes reconnu en maladie professionnelle, si vous avez un taux de 10% et supérieur, dans ce cas, vous êtes automatiquement bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Et donc, ce n'est pas nécessaire de faire un dossier de demande à la MDPH. Une bonne manière de savoir si vous avez les 10%, c'est si vous avez une rente. Si suite à votre maladie pro ou votre accident de travail, vous avez une rente trimestrielle, automatiquement vous êtes au-delà des 10%. Si c'est un versement ponctuel, si c'est un capital, vous êtes en dessous des 10%. Une autre question que l'on a reçue. Si je suis reconnu travailleur handicapé, dois-je en avertir mon employeur? Alors, on a eu deux questions, on a avertir mon employeur et avertir un recruteur.
Donc, pour la première, je pense, c'est si vous êtes en emploi et que du coup, vous avez un accident de la vie, quelque chose qui arrive, qui fait que vous obtenez la reconnaissance, vous êtes reconnu TH. Alors, dans ce cas-là, est-ce que vous devez en parler à votre employeur ou pas? Ça dépend de la situation. Si votre état de santé, votre handicap, tout ce qui aurait pu vous arriver à ce niveau-là impacte votre situation de travail, et du coup peut entraîner des risques pour votre personne, vous pourriez avoir des risques sur votre intégrité physique, ou alors vous pourriez avoir des difficultés sur le poste, dans ce cas-là, c'est beaucoup mieux d'avertir l'employeur. Pour ça, vous pouvez passer en amont par la médecine du travail, demander un entretien, sinon vous pouvez aussi contacter les services de Cap Emploi pour tout simplement poser des questions de la meilleure manière d'aborder la situation. Dans le cas d'un recrutement, si vous êtes reconnu travailleur handicapé, donc comme on a dit au début, si vous êtes bénéficiaire de l'obligation d'emploi, vis-à-vis d'un recruteur et sur un poste, encore une fois, ça dépend de la situation. Si, dans un premier temps, votre handicap est invisible, c'est-à-dire que ça ne se voit pas nécessairement par le recruteur quand vous vous présentez, ça dépendra vraiment. En fait, dans l'idéal, si on démarre un accompagnement Cap Emploi, l'objectif de l'accompagnement par nos services, c'est de vous aider à identifier un métier qui soit compatible avec votre santé. Et du coup, un métier que vous puissiez faire pleinement sans que votre handicap n'impacte la situation de travail. Dans cette situation, quand vous vous présentez à un employeur ou un recruteur, vous pouvez librement parler du handicap et de la santé, sachant que le travail a été fait en amont, et que du coup, toutes les craintes que vous pourriez avoir, par exemple être discriminé au recrutement, que le recruteur ait peur du handicap, tout ça a été travaillé en amont. Et donc vous pouvez rassurer le recruteur en lui disant par exemple, je suis en conversion professionnelle, on a travaillé ce métier-là, on l'a identifié avec Cap Emploi, c'est un métier que je sais que je peux faire. J'ai fait un stage en entreprise en amont avec mon conseiller, j'ai validé le métier, j'ai fait la bonne formation, je sais que je peux faire ce métier, que mon handicap n'impactera pas mes conditions de travail. Et donc là, le recruteur, ça va le rassurer. Parce que les craintes que lui va avoir, c'est les arrêts maladie à répétition, c'est que la personne ne puisse pas tenir le poste, que la personne ne puisse pas faire certaines choses sur le poste. Et ça risque d'arriver si vous allez sur un poste de travail qui n'est pas nécessairement adapté, ou alors s'il n'y a pas eu de travail qui a été fait en amont. Après, dans les généralités, dans l'idée, c'est on ne l'indique pas sur le CV, on en parle directement à l'entretien. Si on parle de handicap sur le CV, sans avoir l'occasion d'en parler un peu plus en détail, forcément le recruteur, là, peut avoir peur, peut se penser à différents types de handicap, tout dépend de sa sensibilité. Et là, ça peut porter préjudice à votre candidature. Une autre question que l'on a reçue, c'est si je suis reconnu travailleur handicapé, donc BOE, de quelles aides pourrait bénéficier mon employeur? Alors, il existe différents types d'aides. De base, il y a une aide au recrutement, actuellement, sur un contrat de travail de type CDD ou CDI. Donc on parle plus spécifiquement là du milieu du secteur marchand. L'aide, ça s'appelle l'AMEET, A-M-E-E-T-H, et c'est une aide qui peut monter jusqu'à 4 000 € sur un recrutement. Donc l'aide, elle fonctionne de la manière suivante, elle est fractionnée par trimestre. Si vous êtes embauché pour un CDD de 3 mois, à temps plein, l'employeur pourra avoir une aide de 1 500 €. Je me suis trompé, une aide de 1 000 €, j'ai mal calculé. Si vous êtes embauché pendant 6 mois, l'employeur aura une aide de 2 000 €. Si jamais vous n'êtes pas embauché à temps plein, à temps partiel, à mi-temps, du coup l'aide, elle sera fractionnée. En fait, elle sera proratisée en fonction du temps de travail. La démarche est super simple à faire pour l'employeur, et ça, c'est un vrai levier que vous pouvez mettre en avant quand vous avez un recrutement. Quand vous êtes face à un recruteur, si vous parlez de votre RQTH, vous pouvez dire « il y a une aide à l'embauche, vous êtes éligible ». À côté de ça, au niveau de l'embauche, si l'employeur a une entreprise de plus de 20 salariés, ils sont soumis à l'obligation d'emploi. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir 6% de leurs effectifs qui sont reconnus travailleurs handicapés. Alors, il y a d'autres petites subtilités. Ils peuvent atteindre les fameux 6% en faisant par d'autres manières,
notamment en passant des fois par des prestataires qui sont des milieux protégés, des ESAT. Ils peuvent faire travailler avec des fournisseurs aussi en ESAT. Il y a d'autres possibilités, mais globalement, ils doivent avoir les fameux 6%. Dans cette situation-là, vous pouvez éventuellement mettre en avant que vous avez une reconnaissance, et dans ce cas, l'employeur sera exonéré de cette contribution qu'il doit normalement verser à la GFIP par rapport aux 6%. C'est beaucoup moins un levier que la première embauche, mais ça peut être un plus, notamment pour les employeurs qui font partie de grands groupes, parce que ça prend en compte l'effectif total du groupe. Au niveau des aides, l'autre catégorie d'aides qui existe, ça va être tout ce qu'on peut mettre en place pour adapter le poste de travail. Il existe des aides simples. Par exemple, vous avez un problème de dos, vous avez un problème au niveau des épaules, vous êtes sur un poste administratif, ça peut se traduire par le financement de matériel pour que vous ayez moins ces douleurs sur le poste. On pense notamment à un fauteuil, on pense notamment à du matériel ergonomique, on pense notamment à des écrans qui peuvent être amovibles avec un bras. Beaucoup de choses comme ça peuvent être mises en place, et la GFIP pour le secteur marchand ou le FIPHFP pour le secteur non marchand va intervenir et peut prendre en charge une partie des coûts. Il existe des aides qui sont beaucoup plus complexes à monter, mais qui peuvent aider à prendre en charge, par exemple, des handicaps beaucoup plus lourds sur l'entreprise. Lorsqu'un salarié, par exemple, a une grosse perte de capacité, si on arrive à l'évaluer en amont, on peut faire une demande d'aide auprès de la GFIP qui s'appelle, là, j'ai un trou de mémoire, mais ça va me revenir, mais on a un dossier, c'est la RLH, reconnaissance de la lourdeur du handicap. Lorsqu'on monte ce dossier d'aide, ça peut permettre de prendre en charge la perte de productivité, alors avec des guillemets parce que la productivité n'est pas toujours mesurable et c'est toujours un peu difficile, mais par exemple une personne travaillerait, on va dire, à 50% des capacités d'une personne qui ne serait pas TH, du coup la GFIP pourrait prendre en charge les 50% restants, si on arrive à mettre un chiffre et à l'évaluer. Donc il existe tout un panel d'aides, et le plus simple encore, c'est de passer par votre conseiller Cap Emploi, ou alors de contacter Cap Emploi si vous êtes un employeur, pour vous renseigner vis-à-vis de ces aides. Parce que nous, on est à même à accompagner à la fois les personnes et les employeurs pour les renseigner. Alors, nous avons une autre question. Comment bien remplir son dossier de demande RQTH? Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut passer par une demande en ligne, donc directement sur le site de la MDPH, mais vous pouvez aussi passer par les permanences de la MDPH. La plupart sont sur les pôles autonomie au niveau de la Moselle. Je pense, on peut me corriger si je dis une bêtise, qu'on pourra mettre le lien sur la page Facebook pour avoir les coordonnées des différents pôles autonomie. Donc, en passant par ce pôle autonomie, vous aurez une personne de la MDPH qui vous aide à remplir le dossier et qui connaît bien le fonctionnement des différents dossiers. Donc, pour une simple demande de reconnaissance qualité travailleur handicapé, le remplissage du dossier est relativement simple. Ça ne nécessite pas déjà de remplir toutes les parties et ça va, on va dire, droit au but. On remplit ses coordonnées, on parle un peu de sa situation, on met son CV et à côté, le médecin remplit sa partie. Il y a un dossier médical à fournir à côté. On met tous les éléments des spécialistes, on remplit bien le dossier et on l'envoie. La demande de RQTH est assez simple, mais si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez être accompagné au niveau des pôles autonomie. Est-ce que tu peux juste remettre les questions? Je ne les vois plus sur le... Merci. Alors, pourquoi ça prend du temps d'obtenir ces RQTH après l'envoi du dossier? Pourquoi? C'est juste qu'administrativement, au niveau de la MDPH, la charge de dossier est telle qu'il y a un assez long délai pour obtenir un retour de la MDPH. Ça peut dépendre aussi des demandes que vous avez faites au moment où vous avez monté le dossier. Une simple demande de RQTH, ça prendra beaucoup moins de temps pour être traité que si vous demandez beaucoup d'autres choses. Si par exemple vous demandez une RQTH, mais aussi une AH, allocation adulte handicapé, si à côté vous demandez également d'autres aides, la prise en charge pour du matériel auditif par exemple, si vous faites des demandes pour des aidants familiaux, là le dossier va mettre beaucoup de temps à être traité. Donc,
il faut faire attention à ce niveau-là. Si c'est une simple demande de RQTH, il faut penser à ne pas cocher toutes les cases juste pour demander. En passant par le pôle autonomie pour vous prévenir. Il faut savoir aussi que lorsque vous envoyez la demande de RQTH, vous allez recevoir, c'est spécifique à la Moselle, ça a été mis en place au niveau de la MDPH du 57, c'est que vous allez recevoir un accusé de réception qui dit que votre dossier est recevable. À partir du moment où vous recevez ce document-là, pour la plupart des aides et la plupart des services, ça fait office d'une RQTH temporaire, en attendant d'obtenir la RQTH finalisée, mais ça peut fonctionner. Et il faut savoir aussi que vous pouvez être accompagné par Cap Emploi à partir du moment où vous avez l'intention d'envoyer le dossier de demande. Donc à partir du moment où vous pensez avoir des difficultés de santé, vous pensez monter un dossier à la MDPH, vous pouvez d'ores et déjà bénéficier d'un accompagnement par Cap Emploi. Alors, on a une question de Laurence qui nous dit « Comment faire une demande de stage quand on est RQTH ?» Alors, encore une fois, ça va dépendre de la situation. Typiquement, lorsque l'on va accompagner une personne qui va faire une demande de stage et qui est reconnue travailleur handicapé, on va souvent être sur une reconversion professionnelle. Donc là, l'objectif, ce sera d'être clair auprès de l'employeur que vous allez viser et d'expliquer concrètement quel est l'objectif du stage. Dans une reconversion professionnelle, dans la grande majorité des cas, l'objectif, c'est de découvrir un métier, dans un premier temps, de voir si le métier, ça vous plaît, et aussi de voir si le métier est compatible avec vos contraintes de santé. Ça, c'est le plus important au niveau de l'accompagnement. Donc, quand on fait une demande, c'est important pour l'employeur que ce soit précisé. À savoir qu'on peut plus facilement parler de handicap quand on fait une demande de stage que quand on postule à une offre. C'est moins gênant d'en parler en amont, parce que là, l'objectif est lié. Que l'employeur sache vraiment ce que vous comptez faire pendant cette semaine, ces jours de stage en entreprise. Que vous venez avec un objectif bien précis et que vous avez déjà quelque chose en tête derrière. Donc une autre question. Que se passe-t-il si jamais il m'arrive un accident et que je devienne handicapé? Je pourrais perdre mon emploi. Que peut faire le Cap Emploi? Alors, que ce soit un accident du travail, un accident de la vie, un accident domestique, et que du coup vous deveniez BOE, donc vous étiez bénéficiaire de l'obligation d'emploi, l'employeur, si vous êtes en emploi, doit tout mettre en place pour vous aider à conserver votre emploi. Donc, en passant par le médecin du travail va faire un signalement auprès de nos services pour faire intervenir quelqu'un du maintien en emploi, donc le fameux axe 2 de Cap Emploi, qui va pouvoir intervenir en entreprise, et l'objectif de cette équipe pluridisciplinaire, ça va être de trouver des solutions pour essayer de tout faire pour que la personne puisse conserver son emploi dans un premier temps. Le deuxième temps, si ce n'est pas possible d'adapter les conditions de travail, c'est pas toujours possible sur certains postes, ça va être d'identifier une reconversion au sein de l'entreprise. Et vraiment, en toute dernière possibilité, si jamais il n'y a aucune solution qui n'est possible au sein même de l'entreprise, dans ce cas, l'un de nos collègues de la transition professionnelle peut intervenir et va commencer à préparer la reconversion professionnelle. L'objectif, c'est de perdre le moins de temps possible entre le moment où vous voyez venir le licenciement pour inaptitude. Si on commence à prendre cette route, notre collègue de la transition pro va commencer à vous aider à rebondir. Et de tous les cas que moi j'ai pu avoir, en tout cas au niveau de la transition professionnelle, ça a permis d'éviter qu'il y ait, on va dire, un grand battement entre le moment où le licenciement pour inaptitude intervient et le moment où l'accompagnement Cap Emploi démarre. Des fois, le temps des inscriptions, ça peut faire un délai, et du coup, en passant par la transition professionnelle, ça permet en tout cas de repartir plus vite vers l'emploi derrière. Donc j'ai répondu en fait à la question d'après en même temps. Que se passe-t-il si malgré tout le maintien ne fonctionne pas? Donc ça, ce sera l'objectif de travailler une reconversion professionnelle. Alors, une question de Cindy. Bonjour, pourriez-vous me dire si vous avez des stages découvertes pour une personne avec un handicap moteur? Alors, on a des stages pour tout type de handicap. Après, c'est pas tout à fait le bon terme, on a des stages. Quand on accompagne la personne, une grosse partie de l'accompagnement que nous on va fournir à Cap Emploi, ça va être de l'aider à
devenir autonome dans ses démarches. Et on va dire la première étape pour gagner de l'autonomie, ça va être d'aller auprès des employeurs. Ça va être d'apprendre à parler de son handicap, d'apprendre à accepter ses limitations aussi, faire le deuil de son ancien métier. Et du coup, ça va être aussi, à un moment, de se lancer auprès des employeurs pour faire des demandes de stage. C'est le meilleur moyen sur un territoire pour commencer à développer un réseau, pour commencer à se faire connaître, mais aussi reprendre un peu confiance en soi et reprendre l'habitude de faire des démarches. Donc, on n'a pas vraiment d'offre de stage, mis à part dans un dispositif bien spécifique comme on a cette semaine le DUOD. En règle générale, les employeurs ne nous déposent pas d'offre de stage et nous-mêmes n'en avons pas. Après, chaque conseiller Cap Emploi a un territoire et des employeurs avec qui il va travailler. Il va travailler relativement bien. Donc, on a la possibilité, si jamais il y a une grande difficulté de trouver un stage, d'accompagner la personne et de contacter aussi les employeurs avec elle pour éventuellement identifier un lieu de stage. Après, la question du handicap n'a pas d'incidence. Que vous ayez un handicap moteur, cognitif, un handicap spécifique, une maladie invalidante, peu importe, il y aura possibilité de faire des stages en entreprise. Alors, on a une question de Heidi. Bonjour, pourquoi une personne en AH et ayant que 300 € de salaire se voit toujours refuser la CMU pour se faire soigner? Pourquoi compter la hache pour condition d'attribution? C'est bien une allocation RSA attribuée d'office. Alors, au niveau de la hache et du salaire, ça dépend ce que vous appelez salaire exactement. Parce que des personnes vont appeler salaire, parler de leur allocation, parler des fois du RSA, parler des fois d'autres ressources. La hache peut être cumulable avec d'autres ressources. Tout dépendra du niveau de ces dernières ressources. Vous pouvez éventuellement avoir un salaire et avoir une hache à côté, tant que vous ne dépassez pas un certain seuil pour la CAF. Concernant les demandes bien spécifiques par rapport à votre parcours de santé, par rapport notamment à la CMU, par rapport aux allocations, au RSA, malheureusement, ce n'est pas à notre place de répondre. Tout ce que vous allez avoir, notamment au niveau du RSA, ou alors au niveau de la CAF, ça implique une série de calculs qui sont faits par ces organismes, et du coup, ce seront eux vos interlocuteurs. Nous, on n'aura pas la réponse, parce que d'une première partie, on n'a pas la compétence pour vous répondre, et de deux, on n'a pas les outils. On n'a pas accès à votre dossier, on n'a pas tous les éléments en main. Donc on sera en incapacité de répondre sur certaines choses, notamment tout ce qui concerne votre dossier de santé, que ce soit la sécurité sociale, la CMU, que ce soit tout ce qui est rapport à vos mutuelles. Ça, c'est des choses pour lesquelles on ne sera pas en capacité de pouvoir vous répondre. Par contre, on est en capacité de vous orienter vers les bons interlocuteurs. Une question d'Alexandre. Quel type de formation professionnelle Cap Emploi peut proposer? Alors, Cap Emploi en soi ne propose pas de formation professionnelle. Cap Emploi, c'est un organisme d'accompagnement. Donc nous, on ne forme pas exactement les gens. Je reviens un petit peu en arrière parce qu'on a, pas dans Cap Emploi, mais au sein de l'organisation de l'association qui porte les services, on a un service formation, mais du coup qui est plus réservé aux salariés. Par contre, votre conseiller Cap Emploi peut vous accompagner pour monter un projet de formation. Donc on revient sur l'histoire de reconversion professionnelle. Vous souhaitez vous orienter vers un nouveau métier. Votre conseiller va vous aider à monter un dossier de formation, va vous aider à trouver un parcours qui soit pertinent par rapport au métier que vous voulez faire. Donc à ce titre-là, oui, Cap Emploi peut vous accompagner pour accéder à de la formation. Que ce soit dans un centre de formation traditionnel, l'AFPA, la LAGI ou autre, le GRETA, ou alors dans un centre de formation qui soit adapté, un centre de rééducation professionnelle comme le CRP Alpha à Platteville, comme l'EPNAC, comme le CAM de Mulhouse. Donc là, ça demande de monter un projet qui soit un peu plus complet, ça demande de refaire un dossier MDPH, et là, votre conseiller vous accompagne pour monter tout ça. Une question de Sandrine. Bonjour, je suis reconnue travailleuse handicapée, OETH suite à une maladie professionnelle. Est-ce que vous vous occupez aussi de ce type de handicap? Oui. À partir du moment où vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, la maladie professionnelle, si vous avez une IPP de 10% ou plus, si vous avez une rente, c'est bon, on peut vous accompagner. Après, on va dire que
il faut faire attention par rapport à votre situation. Si vous êtes actuellement encore en emploi, ça veut dire que ce sera plus notre axe de maintien dans l'emploi ou la transition professionnelle qui pourra intervenir. Si vous êtes demandeuse d'emploi, ce sera plus l'axe 1, donc l'accompagnement des demandeurs d'emploi, qui pourra vous accompagner. Mais à partir du moment où vous êtes bénéficiaire de l'obligation d'emploi, oui, vous pouvez bénéficier de nos services et on peut vous accompagner. Le plus simple, si vous avez une question, c'est, si vous êtes inscrit à Pôle emploi, de passer par votre conseiller. Sinon, vous pouvez appeler nos services, vous appelez le bureau pour voir avec quelqu'un et poser cette question. L'accueil pourra vous renseigner. J'ai une question de Laurence. Avons-nous des avantages à faire valoir auprès des employeurs? Alors, comme tout demandeur d'emploi, vous allez avoir déjà les mêmes avantages. Auprès d'un employeur, ce que vous allez mettre en avant, ce sont vos compétences, ce que vous pouvez lui apporter en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être, grosso modo en termes d'expérience. À côté de ça, il y a des avantages qui sont plus, on va dire, avantages plus financiers, les aides dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais l'objectif, c'est que quand vous allez viser un poste, une fois que vous aurez fait votre conversion professionnelle, vous allez aller sur des postes que vous connaîtrez bien. Vous allez avoir les compétences pour, la formation pour, et du coup, vous pourrez plus facilement accéder au métier. Et vous pourrez mettre en avant, vous focaliser plus sur les compétences, ce que vous allez apporter à l'entreprise, sans vous focaliser sur les contraintes au niveau de la santé. Donc ça va être l'objectif. Les avantages vraiment purement financiers pour l'employeur, c'est l'aide de 4 000 € à l'embauche qui est actuellement en cours, au moins jusqu'à la fin de l'année. Et c'est l'aide aussi par rapport à la contribution à GFIP, les fameux 6%. Mais là, on vise uniquement les employeurs qui ont plus de 20 salariés. Ça ne représente pas un gros panel d'employeurs sur certains secteurs. On a quand même beaucoup plus de petites entreprises, de PME et de PMI, globalement sur le secteur. Une autre question de Laurence. Comment avoir un bilan ergonomique afin d'être au clair sur nos capacités physiques sur un lieu de travail? Alors, il y a une possibilité en passant par votre conseiller, du coup en passant par Cap Emploi. Nous, on va travailler avec ce qu'on appelle des PASS, des prestations d'appui spécifiques, en fonction du type de handicap de la personne. La PASS, en fait, c'est on fait intervenir un expert sur un type de handicap donné. Il faut savoir que nous, à Cap Emploi, on est spécialisé au niveau du handicap, mais on n'est pas spécialisé sur un handicap particulier, on est généraliste, on accompagne tout type de handicap. Cognitif, on accompagne handicap moteur, handicap visuel, handicap auditif, handicap, les maladies invalidantes, déficience intellectuelle, tout. Et du coup, nous, on va passer par des experts quand on a une question bien précise. Et là, un bilan ergonomique, c'est une question bien précise par rapport à une situation donnée sur un emploi. La question, par exemple, ça va être, ok, on a une personne qui veut faire le métier de chauffeur taxi, chauffeur VSL, elle a ce type de handicap, on va solliciter un ergonome pour lui demander, est-ce que c'est pertinent d'aller vers ce métier-là? Est-ce que la personne est en capacité de le faire? Est-ce qu'elle ne risque pas de se mettre en difficulté? Ou alors en danger en allant sur ce poste, menacer son intégrité physique? Donc là, dans ce cas-là, oui, on va faire un bilan ergonomique pour que la personne ait déjà un peu une meilleure idée des difficultés si jamais il y en a, et aussi qu'on puisse commencer à réfléchir sur comment on peut pallier à ces difficultés. Parce que dans un monde idéal, on viserait toujours un métier sur lequel il n'y a aucune contrainte, mais pour beaucoup de handicaps, ça va être difficile d'éliminer toutes les contraintes. On sera obligé de faire de la compensation sur le poste, donc de la compensation technique, organisationnelle ou autre. Et dans ce cas-là, on va identifier aussi avec un ergonome en amont ou un autre spécialiste ce dont la personne aura besoin sur le poste de travail. Alors, pour moi, on a fait le tour. On a fait le tour des services de Cap Emploi. On a eu à peu près toutes les questions que moi je vais avoir au quotidien sur les personnes que j'accompagne. C'est des questions que je vais retrouver assez régulièrement au niveau de mes suivis. Pour le moment, il n'y a plus de questions sur Facebook. Alors, vous pouvez vous rendre sur notre podcast qui est Allo Cap Emploi. Donc, c'est un podcast qui est publié régulièrement avec des questions bien précises, des intervenants en lien avec le handicap. Vous pouvez aussi vous abonner sur Podcast Addict, Spotify, Deezer, l'application Apple, directement sur Ocha.
Vous pouvez nous suivre et vous abonner, un petit doublon là. Vous pouvez aussi vous abonner sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube. Tous les liens ils sont sur la page Facebook, en passant par le site c'est Cap-Emploi 57.fr, capemploi-57.com. Le podcast Allo Cap-Emploi. Vous trouverez aussi les témoignages de bénéficiaires qui sont passés par différents parcours. Voilà, c'est un bon premier pas pour commencer à vous renseigner, pour regarder un petit peu ce qu'est Cap Emploi, ce qu'on peut proposer. Et puis après, peut-être la prochaine étape, ça va être de nous contacter directement. En tout cas, je vous remercie de votre participation.